The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. La John de Tribunal Penal International for Yugoslavia et to it. Please be seated. Good morning to Le président, bonjour à toutes les personnes présentes. Madame la greffière d'audience, veuillez citer l'affaire. La greffière d'audience, bonjour. Monsieur le Président, Messieurs les juges, il s'agit de l'affaire IT 0992T, le procureur contre Ratko Mladic. Le Président, je vous remercie et je souhaiterais que les parties se présentent en commençant par l'accusation. Monsieur Groom, bonjour. Messieurs les juges, je suis Dermot Groom, accompagné de Monsieur Peter McCloskey, de Maxine Marcus, de Willem Boss et de Madame Janet Stewart. Le Président, je vous remercie. Monsieur Groom, qu'en est-il de la défense ? Maître Lukic, bonjour messieurs les juges, je suis Maître Branko Lukic, accompagné aujourd'hui de monsieur Miodrag Stojanovic, monsieur Miloš Salic et monsieur Radovan Djurdjevic. Le Président, je vous remercie, Maître Lukic. Et je vois que monsieur Mladic est également présent. Avant d'entendre les déclarations liminaires de l'accusation, la Chambre souhaiterait prononcer une déclaration. Le 3 mai 2012, la Chambre a rendu une décision par laquelle elle ne faisait pas droit à deux demandes de la requête de la défense aux fins de report du début du procès et a déclaré que les raisons écrites de cette décision seront présentées ultérieurement. La Chambre est justement en train de rédiger le dit document par lequel elle présentera les raisons qui motivent sa décision. Le 11 mai, à savoir vendredi dernier, la Chambre a eu une surprise désagréable car elle a été informée par le biais d'une communication informelle entre les parties qu'il y avait eu une erreur de communication assez importante de la part de l'accusation. La dite erreur pourrait d'ailleurs avoir un impact sur la capacité de la défense à préparer sa présentation, à se préparer pour la présentation des moyens à charge. Le même jour, la Chambre a immédiatement enjoint l'accusation de répondre à toute une série de questions posées pour que soit précisée la portée et l'impact potentiel de la dite erreur. Le 14 mai, l'accusation a répondu. Toutefois, cette réponse n'a pas permis à la Chambre de disposer de tous les renseignements nécessaires pour comprendre l'ampleur du problème ou pour comprendre quelles furent les mesures concrètes prises pour remédier au problème. Le même jour, la Chambre a été saisie d'une nouvelle requête de la défense aux fins de report du procès. Au vu de cette nouvelle information, la Chambre informe les parties qu'elle est en train de déterminer si elle envisage de reconsidérer sa décision du 3 mai par laquelle elle n'avait pas fait droit aux demandes présentées par la défense aux fins de report, ou pour voir quelles sont les autres mesures de recours qui pourraient être nécessaires. À cet égard, il ne sera pas surprenant d'entendre qu'il se peut que ces nouvelles informations aient une incidence sur le début de la présentation des moyens à charge. De surcroît, la Chambre est en train de s'interroger pour voir quels sont les renseignements supplémentaires qui sont encore demandés et requis de la part des parties et communiquera avec eux dans un avenir très très proche. En dernier lieu, et ce pour que le dossier soit absolument transparent,
L'accusation se voit exhortée de déposer immédiatement sa correspondance du 11 mai ainsi que sa réponse informelle du 14 mai en attachant, sans qu'il n'y ait aucune modification, les annexes à ce dépôt d'écriture. Monsieur Groom, l'accusation a indiqué qu'elle déposerait sa réponse à la requête de la défense qui fut déposée le 14 mai et vous nous avez indiqué que vous aviez l'intention de déposer votre réponsière. Est-ce que cela est chose faite maintenant? Oui ou non? Monsieur Groom, il y a eu plusieurs dépôts d'écriture, Monsieur le Président. Peut-être que si vous me donniez le titre, je serais en mesure de vous répondre. Le Président, oui. Il s'agit de la réponse à la toute dernière requête présentée par la défense aux fins de report du procès. Monsieur Groom, oui, l'accusation a déposé une réponse hier et en ce sens, l'accusation reconnaît son erreur et reconnaît que cette erreur pourrait avoir un impact sur la capacité ou l'aptitude de Maître Lukic et de la défense à se préparer. L'accusation, en fait, ne s'oppose pas à ce que l'on envisage un report raisonnable pour le début du procès. Le Président, bien entendu, je vous remercie. Donc, il n'est point besoin de vous donner une date butoir pour cette réponse. Et je vais poursuivre en vous disant que la Chambre a également pris en considération cette erreur qui est fort fâcheuse et s'est demandé si elle pourrait avoir des conséquences sur le début de la déclaration liminaire de l'accusation. Mais étant donné que la défense a décidé de ne pas faire de déclaration pour le moment, la Chambre a décidé que les déclarations liminaires de l'accusation ne causeraient pas de préjudice à la défense. J'en ai maintenant terminé avec cette déclaration de la Chambre et je souhaiterais que soit consigné au dossier que dans le cadre d'une communication informelle, la Chambre a fait droit à la demande présentée par l'accusation qui souhaitait pouvoir disposer d'un peu plus des 6 heures qui lui avaient été octroyées par la Chambre de première instance. Monsieur Groom, est-ce que l'accusation est prête à faire sa déclaration liminaire? Monsieur Groom, oui, tout à fait. Le Président, je vous en prie, Monsieur Groom. Your Honors. Monsieur le Président, Monsieur le Juge, en avril 1992, il y a 20 ans de cela, les dirigeants serbes de Bosnie ont lancé une attaque sur leurs concitoyens de Bosnie-Herzégovine. Les civils qui ont été pris pour cible pour la seule raison qu'ils n'appartenaient pas au même groupe ethnique que les Serbes. Leurs terres, leur vie, leur dignité ont été attaquées de manière coordonnée, de manière qui a été planifiée, de manière attentive. À certains endroits, cette attaque a atteint le niveau de génocide. Le monde a suivi cela. Ne pouvons pas croire que dans ces quartiers, dans ces villages, en Europe, un génocide semblait avoir lieu. Il y a 20 ans et 4 jours de cela, que Ratko Mladic est devenu le commandant de l'état-major principal de l'armée de la République serbe, la Republika Srpska, une armée qui a été créée, du moins pour ce qui est de son nom, ce jour-là. Ce jour-là, Mladic a commencé à participer pleinement à une entreprise criminelle qui était déjà en cours. Ce jour-là, il endosse la tâche de mener à bien, par des biens militaires, des objectifs criminels, de nettoyer ethniquement la plus grande partie de la Bosnie. Ce jour-là commence sa participation directe à des crimes internationaux graves. Elvedin Pašić avait 14 ans, la dernière fois qu'il a vu son père. Lui et d'autres enfants ont été forcés à monter dans des autocars avec leur mère et on les a emmenés. Son père et plus de 150 hommes ont été gardés à l'école, sur place. Leur calvaire avait commencé un peu plus tôt,
au moment où leur village de Bosnie centrale a été pris par des forces serbes. Le père et un frère aîné d'Elvedin avaient rejoint un groupe d'hommes qui ont essayé d'opposer une résistance à ces forces, tandis que Elvedin et sa mère se sont déplacés de village en village à la recherche d'un abri. Finalement, ils se sont retrouvés dans une enclave avec d'autres musulmans, un de rares endroits où on a pu opposer une résistance. L'armée de Mladic, l'armée de la Republika Srpska, a fini par encercler, par étouffer cette enclave en resserrant l'étau autour de celle-ci. Il y a eu des occasions où des combattants musulmans ont pu tendre des embuscades en agissant depuis la ville. Un jour, un ultimatum a été imposé à la population, un ultimatum qui a été imposé par Mladic lui-même. On leur a dit qu'ils pouvaient partir, mais que personne n'aurait le droit de partir à partir jusqu'au moment où on aurait rendu de manière inconditionnelle et complète toutes les armes. Après l'ultimatum, Elvedin a entendu sa mère et son père parler de plans, que des hommes prennent la fuite en passant par des bois. Ils se sont mis d'accord que pour Elvedin, le mieux, ce serait d'accompagner son père dans les bois, que comme ça, il avait le plus de chances de survivre. Un groupe assez important de combattants, avec des femmes et des enfants, est rentré dans les bois cette nuit-là. Très rapidement, ils ont été pris dans une embuscade et se sont dispersés dans la forêt. Elvedin, son père, son oncle et d'autres ont fini par être capturés. Ils ont été emmenés dans une école, l'école du coin. On leur a pris leurs pièces d'identité et des objets de valeur. Ce qui s'est passé finalement, c'est que des soldats sont arrivés et ils ont dit aux femmes et aux enfants de se lever. Elvedin ne s'est pas levé, il est resté à côté de son père. Son père lui a dit « Lève-toi, vas-y, pars avec les femmes et les enfants. Peut-être que si tu fais cela, tu as une chance de survivre. » Elvedin est parti à bord d'un autocar avec des femmes et des enfants et il n'a plus jamais revu son père. Son père, son oncle, d'autres proches et les autres hommes musulmans dont les mains ont été attachées avec des fils de fer ont été assassinés. Ce qui est arrivé aux hommes de Večići ce jour-là du mois de novembre 1992, le fait qu'on ait exécuté plus de 150 hommes et qu'on a forcé leur famille de partir, c'est quelque chose qui va se répéter. Mladic et ses hommes auront tué des milliers à Srebrenica 3 ans plus tard. À ce moment-là, ils avaient déjà bien maîtrisé la méthode d'assassinat des hommes capturés et ils savaient parfaitement comment déplacer avec force les gens qui ne voulaient pas rester. Nous avons une diapositive qui vous permettra d'illustrer cela. Je cite la poursuite de la session extraordinaire de la présidence de guerre a commencé par la prise de parole par le colonel Bogojević qui a attiré l'attention des présents sur le fait que le général Mladic lui a donné un ordre exprès que personne ne pouvait quitter Večići tant qu'une reddition inconditionnelle d'armes n'aura pas été terminée. Srebrenica, certes, se situe à une échelle différente, mais pour ce qui est de l'intention, pour ce qui est de l'inhumanité du geste, il n'y a aucune différence. Après la chute de Srebrenica en juillet 1995, Dino Salihović, un garçon âgé de 16 ans, était un des milliers de musulmans, d'hommes et de garçons qui seront tués. Il n'était pas soldat, c'était un garçon. On l'a amené à Tornovo à bord d'un camion militaire. Il a été assassiné par des membres de l'unité Scorpion de triste notoriété. L'un d'entre eux a enregistré ces tueries
par le biais d'une caméra vidéo. Dino a été provoqué par ces meurtriers. Il disait qu'il allait mourir alors qu'il était vierge. Dino ne s'est pas enfui, il n'a pas crié, il n'a pas pleuré. Nous voyons ce jeune homme mourir avec dignité et résignation. Il avance, ses mains sont attachées dans son dos. Nous le voyons devant la caméra, pendant que la caméra ajuste la prise de vue, et nous voyons une rafale qui traverse son dos. Voyons le 16 juillet, la ferme de Bragnevaux. Un survivant des massacres qui ont eu lieu ce jour-là. Le lundi 28 août 1995, c'est une belle journée d'été avec une brise légère sur Sarajevo. C'est tard dans la matinée. Dans le quartier de la rue de Moula Mustafa Bacheskia de Sarajevo, il y a plein de monde. Les gens sont venus faire leurs courses. Et juste après 11 heures, ce matin-là, un obus atterrit devant le marché que l'on connaît sous le nom de Marcalais. C'est la deuxième fois de cette guerre que l'on prend pour cible ce marché plein de monde. C'est la panique. Des dizaines de personnes se retrouvent gisant par terre, des morts. On ne sait pas qui est mort, on ne sait pas qui est grièvement blessé. Les passants emportent les victimes à l'hôpital. Dans le coffre de leur voiture, plus de 30 perdent leur vie, plus de 70 sont blessés. Nous aurons un témoin qui déposera un sujet, qui dira « Lorsque je suis arrivé à cet endroit, c'est-à-dire quelques marches plus bas, j'ai vu la panique, le chaos total. Il y avait du sang partout, le sang coulait dans la rue. On voyait des morceaux de chair humaine éparpillés, des morceaux de vêtements éparpillés partout, des chaussures pour la plupart arrachées, des pieds. Ce qui est le dénominateur commun de tous ces crimes est le fait qu'ils ont tous un lien à un objectif criminel global. Une entreprise identifiée au paragraphe 8 à 10 de l'acte d'accusation, à savoir de déplacer de manière permanente les musulmans et les croates de Bosnie de territoires sur lesquels avaient des prétentions les dirigeants serbes de Bosnie, territoire de Bosnie-Herzégovine. Leur dénominateur commun, que tous les individus qui les ont conçus, qui ont partagé une intention commune de les commettre. Leur dénominateur commun est le fait qu'ils sont tous des crimes du général Ratko Mladic. L'accusation présentera des éléments de preuve qui démontreront, au-delà de tout doute raisonnable, la main du général Mladic dans chacun de ces crimes. Afin de comprendre les crimes de Mladic, il est nécessaire de replacer les événements dans leur contexte, dans le contexte du conflit et de ce qui s'est passé 6 semaines avant qu'il ne devienne le commandant de l'état-major de la VRS. Les tensions qui ont précédé la décomposition de la Yougoslavie et les actes de violence épouvantables qui sont suivis font toujours l'objet de débats. Mais ce débat se situe hors champ de la tâche qui commence aujourd'hui pour la Chambre de première instance dans l'espèce. Et aujourd'hui, je passerai un petit peu de temps en m'intéressant à cela. La République socialiste fédérative de Yougoslavie était composée et constituée en tant qu'État fédéral après la Seconde Guerre mondiale. Elle se composait de 6 républiques constitutives. Certaines de ces républiques étaient homogènes sur le plan ethnique, telle la Slovénie. D'autres, en revanche, telle la Bosnie-Herzégovine,
comptait des populations très importantes qui étaient très diversifiées sur le plan ethnique. Vers la fin des années 1980 et au début des années 90, les questions d'indépendance et de l'avenir de l'Union yougoslave ont commencé à faire l'objet de discussions publiques, ouvertes. Et ce débat a entraîné des questions très importantes sur l'avenir de l'ensemble des populations de Yougoslavie. M. Mladic était un Serbe de Bosnie et du point de vue des Serbes qui vivaient en Bosnie, l'indépendance, en fait, a engendré toute une série de préoccupations et de peurs. Et si on arrive à bien les comprendre, on comprendra la composition ethnique, ou plutôt pour pouvoir les comprendre, il est nécessaire de comprendre bien la composition ethnique de la Bosnie avant la guerre. Donc nous avons ici la carte démographique de la Bosnie en 1991. Nous avons la population majoritaire sur le plan ethnique dans les différentes municipalités qui sont représentées dans des couleurs différentes. Donc nous avons en rouge les municipalités où la majorité est celle des Serbes de Bosnie. Et puis, plus ce rouge est foncé, plus la majorité est importante. Nous avons ensuite les municipalités qui sont à majorité musulmane en vert. Et puis plus ce vert est foncé, plus cette majorité est nette. Et nous avons en bleu les municipalités où la majorité de la population est croate. Dans cette ex-Yougoslavie, la plupart des Serbes vivaient dans la Serbie propre. Cela étant dit, il y avait des populations très importantes serbes en Bosnie et en Croatie, des Serbes qui vivaient, qui travaillaient là-bas et qui ont vécu pendant des générations. Ne serait-ce qu'en Bosnie, en 1991, d'après le recensement de la population, nous voyons que les Serbes constituaient à peu près 31% de l'ensemble de la population, alors que les musulmans représentent à peu près 44% de la population. Et la population d'origine ethnique croate est représentée à raison de 17%. Donc, pour faire simple, la caractéristique qui rendait la Bosnie unique en comparaison des autres républiques yougoslaves et qui doit être comprise, bien comprise, et que la Bosnie se composait de zones où des populations ethniques étaient coupées d'autres zones habitées par le même groupe ethnique. Par exemple, nous avons des communautés qui constituent comme des îles ethniques et qui sont entourées d'autres groupes ethniques. Et puis dans d'autres zones, des groupes ethniques différents sont présents et représentés sur un pied d'égalité quant à leur nombre. Et ils vivent dans des communautés diversifiées. Et c'est à cause de cela que la question de l'indépendance de la Bosnie était une question extrêmement délicate et controversée. Du point de vue des Serbes de Bosnie, une Bosnie-Herzégovine indépendante dans les mêmes frontières que celles qu'il a existé dans l'ex-Yougoslavie entraînerait plusieurs conséquences. Premièrement, ce qui se passerait avec la population d'appartenance ethnique serbe, c'est qu'ils se retrouveraient séparés, deviendraient une minorité ethnique en Bosnie et en Croatie. Pour les Serbes qui ont enduré de très grandes souffrances pendant la Seconde Guerre mondiale, ce risque était inacceptable et cela a engendré des peurs et un sentiment de vulnérabilité dans la population serbe. Deuxièmement, tout le long de la frontière orientale de Bosnie, nous voyons que des populations très importantes qui y vivent sont musulmanes et serbes. Une Bosnie indépendante rendrait cette
cette frontière entre les républiques, donc entre les différentes communautés serbes vivant en Yougoslavie, là, on ferait une frontière internationale entre deux États souverains. Donc les trois groupes ethniques de Bosnie, les musulmans, les Serbes et les Croates, vivaient présentés sur le territoire une carte tellement complexe que c'était inextricable. Et c'était quelque chose dont Mladic était pleinement conscient. Le jour où il est devenu commandant de l'état-major de l'armée de la République Srpska, il a déclaré « Les gens et les peuples ne sont pas des pions, ce ne sont pas des trousseaux de clés que l'on pourra déplacer d'une poche à une autre. C'est quelque chose que l'on peut facilement déclarer, mais que l'on peut très difficilement traduire dans les faits. » Fin de citation. D'emblée, ce qu'il savait, c'était qu'une décomposition qu'avec la décomposition de la Yougoslavie, le projet de créer un État serbe de Bosnie ne revenait pas simplement à déplacer un trousseau de clés de la poche gauche à la poche droite. Il s'agissait en fait de déplacer des communautés entières, des groupes ethniques entiers de leurs terres et de leurs foyers. Avant que le conflit n'éclate en Bosnie, M. Mladic avait été le commandant du 9e corps d'armée de l'armée populaire yougoslave, qui était basé à Knin, en Croatie. C'est là que le premier nettoyage ethnique de la crise yougoslave s'est produit. Pendant les années 1980, les systèmes politiques communistes ont commencé à s'effondrer. La démocratie fait ses premiers pas en Bosnie. Mais à ce moment-là, il se produit un événement regrettable, à savoir les partis politiques qui se constituent le long des lignes de partage ethnique, d'appartenance ethnique. Donc, le discours politique sur l'avenir de la Yougoslavie, en fait, est articulé dans les termes ethniques pour chacun des groupes ethniques de Bosnie et cela les rend vulnérables. Chacun vit dans l'incertitude sur son avenir. Le Parti démocratique serbe, à savoir le SDS, emmené par Radovan Karadzic, est un parti très actif, très solide. Il se dote d'une structure hiérarchique rigide, avec Radovan Karadzic au sommet de cette hiérarchie, une hiérarchie donc qui descend jusqu'aux petites villes rurales de Bosnie. Le SDS est également un parti qui entretient des liens très proches avec le président de Serbie, Slobodan Milošević. Milošević est non seulement celui qui conseille et qui apporte son soutien à Karadzic, mais aussi il est fermement convaincu qu'il est nécessaire pour les Serbes de Yougoslavie de résister à tout effort de dissolution de la Yougoslavie. D'une manière qui ferait que les Serbes se retrouveraient vivre dans des États séparés. Donc, l'idée d'une Bosnie indépendante gagnait du terrain et l'idée que l'on allait pouvoir maintenir cette Yougoslavie sans la diviser commence à perdre du terrain. Milošević, Karadzic et d'autres envisagent d'autres options, des options qui envisagent la création des entités de Serbes par la force. Alors, sous l'égide de Milošević et avec son participation, les Serbes qui vivent en Croatie sont les premiers qui déclarent l'existence de régions autonomes et qui amorcent un processus de nettoyage ethnique des terres qu'ils considèrent comme étant serbes. Les différents partis commencent à adopter des positions plus fermes, plus déterminées. Le langage employé par leurs dirigeants devient plus incendiaire, plus rigide. La population commence à avoir peur. La direction serbe de Bosnie mobilise les Serbes qui vivent dans les différentes communautés et en fait se sert d'une rhétorique qui leur fait très peur pour leur maintien. Nous avons la diapositive 8, une publication de Sansky Most. Je cite, « Savez-vous ce que nos ennemis avides de sang
allaient nous faire, ce qu'ils préparaient contre nous. Ils avaient l'intention de nous arracher les yeux et les entrailles, à couper nos membres, à violer nos femmes et nos fillettes sous les yeux de leurs plus chers, plus proches, de circonscrire, d'anéantir notre religion simplement parce que nous sommes des Serbes. Ne pensez pas qu'il y aurait ne serait-ce qu'une seule famille qui aurait été épargnée. Bien que ceci ait été publié alors que le conflit était déjà en cours, cette publication démontre le caractère incendiaire d'une partie du discours employé, qui avait peu de rapport ou aucun rapport avec la situation réelle, et que les dirigeants disséminaient délibérément dans leur effort irresponsable de mobilisation des citoyens effrayés de la Bosnie. La situation est devenue plus instable, plus explosive. Radovan Karadzic et les dirigeants bosno-serbes ont créé une conjoncture très périlleuse lorsqu'ils ont assimilé la protection des Serbes de Bosnie à la destruction ethnique des populations croates et musulmanes résidant dans les secteurs que eux considéraient comme essentiels à la préservation des intérêts serbes. En octobre 1991, l'Assemblée de Bosnie s'est réunie pour débattre et délibérer au sujet d'un mémorandum relatif à l'indépendance. Karadzic, en des termes très clairs, a fait savoir à l'Assemblée ce qui se passerait si jamais ses membres s'aventuraient plus loin sur le chemin de l'indépendance. Et je vais demander à Mme Stewart de visionner l'extrait vidéo correspondant. Ceci est le chemin sur lequel vous voulez mener la Bosnie-Herzégovine. C'est cette même autoroute de l'enfer sur laquelle se sont engagés la Slovénie et la Croatie. Ne pensez pas que vous n'emmènerez pas la Bosnie-Herzégovine en enfer et peut-être le peuple musulman jusqu'à sa disparition, parce que le peuple musulman ne peut pas se défendre si jamais la guerre éclate ici. 3 jours avant de faire ce discours, Karadzic a dit à Gojko Djoko que, je cite, « Ils ne comprennent pas qu'il y aura un bain de sang et que le peuple musulman sera exterminé. » Fin de citation. Dans cette conversation, Karadzic dit à Djoko qu'il y a 400 000 Serbes armés en Bosnie, 20 000 d'entre eux se trouvant à Sarajevo. Et il lui dit que la ville de Sarajevo elle-même deviendra une cuvette dans laquelle 300 000 musulmans périront. Je vais demander à Mme Stewart de passer à la planche qui présente cet extrait de conversation. Karadzic envisageait la création d'un nouvel État bosno-serbe. Le plan conçu pour y parvenir comprenait 2 composantes clés dont le déploiement est visible dans toute la suite des événements. Premièrement, ce plan comportait une composante territoriale ou géographique. Il s'agissait des territoires qui avaient été identifiés pour faire partie de cet État bosno-serbe, de terres qui, si nécessaire, devaient être conquises par la force. Deuxièmement, ce plan comportait une composante ethnique ou démographique. L'État bosno-serbe était conçu avant tout comme séparant physiquement les Serbes des autres groupes ethniques. Quels étaient les territoires que les Serbes de Bosnie avaient l'intention de prendre, si nécessaire par la force? Sur cette planche numéro 11, nous voyons une photographie de Momčilo Krajišnik, président de l'Assemblée des Serbes de Bosnie, en train de donner une conférence de presse au cours de laquelle il définit les ambitions territoriales des Serbes de Bosnie. La carte représente le territoire dont les Serbes de Bosnie ont pris le contrôle fin 1992. Il s'agit de la zone en forme de fer à cheval qui recouvre l'essentiel du territoire de la Bosnie. Afin de mieux comprendre la portée de ce que Krajišnik dit dans ce moment, nous devons examiner aussi une carte de la structure ethnique de la Bosnie-Herzégovine.
Vous pouvez voir ici, dans ces grandes lignes, quel était ce que les Serbes de Bosnie et leurs dirigeants voulaient changer. Les cercles marrons indiquent les zones qui sont mises en regard sur les deux cartes. Dans celle du haut se trouve ce à quoi l'on s'est référé comme le corridor de la Posavina. Nombre des Bosniaques qui résidaient dans cette zone appartenaient au groupe ethnique musulman ou croates, représentés respectivement par des zones de couleur verte et bleue. Sur la carte de Krajišnik, la carte élaborée par la direction bosno-serbe, l'ensemble de ce secteur est revendiqué comme étant serbe. De façon analogue, les cercles marrons qui se trouvent sur la droite de chacune des deux cartes entourent les zones de Bosnie orientale dans lesquelles résidaient d'importantes populations musulmanes en 1991. Elles aussi sont considérées comme étant des terres serbes. Pour modifier la situation sur le terrain afin qu'elle corresponde à la carte de Krajišnik qui figure à droite de cette planche, les dirigeants bosno-serbes ont fait le choix de procéder au nettoyage ethnique du territoire et de chasser les populations non serbes de leurs foyers et de leurs terres. La direction bosno-serbe a donné mandat à Mladić pour qu'il grave les frontières de la carte de Krajišnik dans le paysage de la Bosnie. Pour que ces aspirations géographiques et démographiques deviennent réalité, la direction bosno-serbe devait créer un nouvel État que la communauté internationale se trouverait contrainte de reconnaître. Le 14 avril 1995, à l'Assemblée des Serbes de Bosnie, Mladić a rappelé au présent ce principe. Sur la planche 13, il dit, je cite, « Imposer donc à l'ennemi par la force des armes le règlement final de la guerre et placer la communauté internationale en position de devoir reconnaître la situation de fait sur le terrain et de mettre un terme à la guerre. » Fin de citation. Plus tard, lors de ces propos liminaires, je visionnerai un enregistrement vidéo où l'on peut entendre ou voir les pensées de Mladić sur toute une série de sujets qui sont pertinents en l'espèce. Ceci a été enregistré par un membre de la diaspora serbe venu rendre visite à Mladić en Bosnie. Et cet extrait d'enregistrement vidéo comprend le dialogue suivant. Je cite Mladić. Nous sommes. La balle est dans notre camp. Qui contrôle le territoire dessine aussi les cartes. Filme ce que je te dis. Les Chiches, je filme tout. Mladić. Quiconque contrôle le territoire dessine également les cartes. Le peuple et son armée sont ceux qui ont dessiné les cartes de la Republika Srpska. Fin de citation. Dessiner les frontières nouvelles d'un État bosno-serbe et peupler ce dernier d'un groupe ethnique particulier était une entreprise ambitieuse et foncièrement criminelle. Les idées sous-tendant la carte de Krajišnik ont été énoncées sous la forme d'objectifs stratégiques tout à fait concrets, objectifs que la direction bosno-serbe allait d'abord chercher à promouvoir par le truchement de la police, d'effectifs paramilitaires, de la défense territoriale ou d'effectifs de la réserve, ainsi que d'éléments de la JNA, l'armée populaire yougoslave. Conjointement avec la constitution d'une armée des Serbes de Bosnie, ces objectifs stratégiques allaient constituer le fondement de la plupart des opérations militaires. Ils ont été annoncés publiquement pour la première fois lors de la 16e séance de l'Assemblée des Serbes de Bosnie qui s'est tenue le 12 mai 1992
le jour même où l'armée des Serbes de Bosnie, la VRS, a été créée et Ratko Mladic nommé commandant de son état-major. De son état-major principal. Les chambres de première instance de ce tribunal sont parvenues à différentes conclusions quant à la question de savoir si ces objectifs stratégiques en eux-mêmes étaient illégaux. Certes, la question de leur légalité inhérente reste ouverte au débat, mais le fait que la mise en œuvre de ces objectifs passait par la Commission de crimes internationaux graves est tout à fait clair. Je vais maintenant énumérer ces objectifs et à mesure que j'avance dans cette énumération, je vous prie de bien vouloir garder en mémoire les deux composantes principales des Serbes de Bosnie, l'aspiration géographique ou territoriale, et deuxièmement, l'aspiration ethnique ou démographique. Premièrement, le premier objectif qui est présenté ici à la planche numéro 15 est la séparation du peuple serbe des deux autres groupes ethniques. Comme Karadzic l'a expliqué lors de la séance du 12 mai, je cite, « Le premier objectif est la séparation d'avec les deux autres communautés nationales, la séparation des États, la séparation d'avec ceux qui sont nos ennemis et qui, notamment au cours de ce siècle, n'ont pas manqué une seule occasion de fondre sur nous et qui persisteraient dans de telles pratiques si jamais nous devions continuer à vivre au sein d'un seul et même État. » Fin de citation. Cet objectif représente l'aspect démographique central de tous les autres objectifs. Comme Krajičnik allait le déclarer au cours de la même séance de l'Assemblée, il s'agissait de l'objectif le plus important et tous les autres objectifs étaient en fait des subdivisions de ce premier objectif. Sur la planche 15 figure également une reproduction plus petite de la carte représentant la structure démographique de la Bosnie en 1991, déjà présentée à la planche numéro 6. L'objectif stratégique numéro 1 consistait en substance à remanier de façon drastique la distribution ethnique de la population civile de Bosnie, de sorte à pouvoir représenter toutes les zones visées par les 5 autres objectifs en rouge foncé sur cette carte. Deuxièmement, l'établissement d'un corridor entre la Semberia et la Krajina. Les zones couvertes par cet objectif sont connues sous le nom de corridor ou de couloir de la Posavina. Il s'agissait de relier par une bande de terre les Serbes de Bosnie occidentale, ceux de la Krajina, avec les Serbes de Bosnie orientale. Il s'agissait d'un objectif nécessaire et vital. En effet, les Serbes de Krajina ne pouvaient constituer une communauté viable que s'ils étaient reliés aux Serbes de l'Est. La planche numéro 16 illustre ceci au moyen de 2 cartes. À gauche, on trouve une carte démographique. À droite, une carte représentant les objectifs stratégiques. En termes simples, l'objectif était de relier la vaste zone de couleur rouge qui se trouve à gauche de la carte démographique aux zones de couleur rouge se trouvant en Bosnie orientale et à la Serbie proprement dite, également à l'est. Comme vous pouvez le voir, le territoire qui s'étend entre ces deux zones est représenté en vert et en bleu, qui figurent respectivement les populations musulmanes et croates de Bosnie, qui se trouvaient être majoritaires dans ces secteurs. Afin de parvenir à cet objectif, cette zone, majoritairement peuplée de non-serbes, allait être conquise par la force et sa population non-serbe allait être chassée ou tuée. L'objectif stratégique numéro 3, présenté à la planche numéro 17, consistait en l'établissement d'un corridor dans la vallée de Drina, qui supprimerait cette frontière entre les Serbes que constituait la rivière Drina.
ce corridor était en réalité un vaste territoire comprenant la plus grande partie de la Bosnie orientale. Encore une fois, la carte démographique figurant sur la gauche nous aide à comprendre les tenants et les aboutissants de cet objectif. La Serbie proprement dite se trouverait alors à droite, à l'est de la Bosnie. Et pour mettre en place un corridor ethniquement pur, il deviendra nécessaire de prendre le contrôle de toutes les municipalités de Bosnie orientale. Comme vous pouvez le voir, plusieurs d'entre elles avaient une population majoritairement musulmane. Sur la planche numéro 18 figure l'objectif stratégique numéro 4, la mise en place d'une frontière le long des rivières Una et Neretva. Encore une fois, lorsqu'on examine cet objectif à la lumière de la carte démographique de 1991, on voit que pour mettre en œuvre cet objectif et mettre en place ces frontières, il était également envisagé de prendre par la force et de procéder au nettoyage ethnique du territoire correspondant. La planche numéro 19 décrit les 5e et 6e objectifs stratégiques de la direction bosno-serbe. Le 5e objectif consistait en la division de Sarajevo. Presque tous s'accordent à dire que Sarajevo représentait un modèle de diversité et de vie harmonieuse entre des groupes ethniques, des peuples et des religions différentes qui cohabitaient au sein d'une cité moderne et cosmopolite. Le 5e objectif stratégique visait à détruire cela et à couper Sarajevo en deux, avec les Serbes vivant d'un côté et les non-Serbes de l'autre. Alors que les dirigeants bosno-serbes ne s'écartaient pas de cette conception ou de ce principe d'une division de la ville, ils ont vite compris que l'étau dans lequel ils maintenaient la ville constituait un avantage stratégique important. La campagne de terreur était un levier politique et un outil efficace, un moyen de pression que les dirigeants bosno-serbes allaient utiliser tout au long du conflit. Le 6e et dernier objectif stratégique consistait à ouvrir un accès à la mer pour les Serbes. Les 6 objectifs stratégiques représentaient le mandat donné à Mladic en sa qualité de commandant de l'état-major principal. Et comme il l'a lui-même dit, je cite, « Les tâches qui sont celles de l'armée dans cette guerre découlent des 6 objectifs stratégiques que l'on sait, adoptés par notre Assemblée. » Fin de citation. Les événements en Bosnie sont aussi complexes qu'ils sont terribles. Les 6 objectifs stratégiques ne posent pas seulement le cadre des crimes, ils dessinent aussi le cadre conceptuel de l'état d'esprit de Mladic qui permet de comprendre la motivation sous-jacente à des crimes et à des opérations spécifiques. Bien que les 6 objectifs stratégiques aient été annoncés le 12 mai 1992, nous disposons de preuves indiquant qu'ils ont été formulés avant cette date. Nous savons cela sur la base des propos et des écrits de certains participants, et nous le savons également parce que l'offensive visant la population civile, qui a été déclenchée en avril et s'est poursuivie sans faiblir jusqu'à ce que les 6 objectifs stratégiques soient publiquement annoncés, obéissait à un scénario manifestement motivé par les mêmes objectifs. Le jour où ils sont annoncés, Mladic parle du rôle qu'il a joué dans leur mise au point. Et je cite, « S'il vous plaît, ne nous fixons pas des objectifs qui seront notre perte. Nous devons nous fixer des objectifs que nous pouvons atteindre. »
J'ai lu sur la question. J'y réfléchi pendant longtemps et j'en ai parlé avec le cercle restreint de camarades triés sur le volet et camarades que nous avions convoqués, et nous avons parlé des objectifs stratégiques fondamentaux. Fin de la citation. J'aimerais maintenant vous montrer toute une série d'annotations écrites dans les carnets de Mladic, rédigés de sa propre main, et qui consignent certaines de ces discussions. Ces carnets ont été récupérés dans son domicile familial à Belgrade par la police qui le cherchait. Il s'agit donc de notes d'événements consignées au moment où se sont déroulés ces événements et qui représenteront une source extrêmement importante d'éléments de preuve en l'espèce. Nous avons la planche numéro 1 qui correspond à ce qu'il a écrit le 5 mai 92. Mladic reprend un certain nombre de sujets précédés par un titre souligné 2 fois, le titre étant « Question ». Il s'agit probablement de questions qu'il souhaite poser à une réunion. Et à ce moment-là, les derniers préparatifs sont en cours pour transformer une partie de la JNA en une armée des Serbes de Bosnie, et Mladic aborde la dernière phase des discussions à propos de sa nomination en tant que commandant. Sa première question porte sur la nature et le nom de l'armée des Serbes de Bosnie. Nous voyons ensuite que la deuxième question vise les objectifs de la guerre. Sa troisième ainsi que sa quatrième question portent sur la relation de l'armée de Bosnie par rapport au territoire ainsi qu'à la population non serbe qui réside sur ce territoire. Alors il faut remarquer en fait qu'il y a 2 questions qui correspondent à la première question. Et pour ce qui est de la première question, nous voyons qu'il y a également un tiret d'insertion, ce qui pourrait peut-être indiquer qu'il a ajouté cette question en haut de sa liste après avoir écrit les 3 autres questions. Dans la planche numéro 2, Mladic consigne sa discussion avec Karadzic, discussion du 6 mai qui portait sur les objectifs stratégiques. Et là, il indique que Karadzic fait référence aux 3 premiers objectifs ainsi qu'au 6e objectif. Et je cite, « Il serait judicieux d'opérer la démarcation petit a dans un premier temps, pour que nous puissions opérer cette sécession. Deuxièmement, pour former un corridor. Troisièmement, pour que la Drina ne soit plus la frontière. Et petit d, pour pouvoir atteindre la côte. » Fin de la citation. Nous voyons ce qu'a écrit Mladic le lendemain. Il s'agit de la planche 23, à savoir 5 jours avant l'annonce officielle des objectifs stratégiques. Mladic consigne comment Krajičnik parle des objectifs stratégiques. M. Mladic écrit dans son carnet ce qui est quasiment la version quasi définitive des objectifs stratégiques qui seront annoncés quelques jours par la suite et dont il se verra confier la responsabilité de l'exécution. Pour renforcer l'importance des objectifs stratégiques par rapport à la planification militaire de Mladic, je vous demanderai de bien vouloir prendre connaissance de la planche 24. Il s'agit d'un extrait d'un rapport de la VRS en date du 1er avril 1993. Il est intitulé, et je cite, « Analyse de la préparation au combat et des activités ». Fin de la citation. Et nous y trouvons une analyse fort détaillée des opérations de l'armée. Voilà ce que nous pouvons y lire. Je cite. Les objectifs stratégiques de notre guerre qui ont été rapidement définis et présentés
à l'état-major principal de l'armée de la RS, au commandement et aux unités font office de principe général qui seront utilisés pour planifier les opérations et les batailles. Fin de la citation. La planche 25 est un ordre du général Momir Talić, ordre destiné aux membres du premier corps de la Krajina. Il s'agissait du corps qui s'est vu essentiellement confier la tâche relative au deuxième objectif stratégique. Et là, Talić donne l'ordre suivant lequel les nouveaux conscrits doivent être informés des objectifs de notre lutte, pour le citer, lorsqu'ils arrivent. Comme je l'ai indiqué, nous avons des éléments de preuve permettant de comprendre que les objectifs qui sous-tendaient ou que les buts qui sous-tendaient les objectifs stratégiques forment la base, le fondement de l'attaque contre la Bosnie, avant que les dirigeants bosno-serbes publient ces objectifs. Donc, je vais vous présenter un résumé des éléments essentiels avant cette attaque et je donnerai ainsi un aperçu général à la Chambre. En décembre 1991, un document présentant un plan relatif à l'établissement de l'autorité gouvernementale des Serbes dans les municipalités a été diffusé. En février 1992, Momčilo Mandić, Mićo Stanisić et d'autres membres serbes important de ce qui était à l'époque la police de Bosnie multiethnique se sont réunis pour planifier la dissolution du ministère de l'Intérieur ainsi que la création d'un ministère de l'Intérieur bosno-serbe pour le remplacer. Le 24 mars 1992, environ 8 jours avant le début des premières attaques, Radovan Karadzic a annoncé aux personnes présentes à la 12e Assemblée des Serbes de Bosnie que les plans qui avaient été mis sur pied pouvaient être mis en œuvre au cours des jours à venir. Et je cite: la loi relative aux affaires intérieures nous donne une base juridique. Nous avons les insignes et au moment souhaité, qui est imminent, nous pouvons former ce que nous voulons. Il y a des raisons qui expliquent pourquoi cela pourrait se passer dans 2 ou 3 jours. Voilà quelles sont les prévisions, mais je ne peux pas vous donner les raisons pour le moment. À ce moment-là, toutes les municipalités serbes, à la fois les anciennes municipalités serbes et les nouvelles municipalités qui viennent d'être établies, vont littéralement prendre le contrôle des municipalités concernées. Fin de la citation. Le 31 mars 1992, Mandić envoie une dépêche destinée à tous les échelons de la police conjointe, dépêche par laquelle il déclare que les forces de police à composition ethnique mixte doivent être abolies et qu'une nouvelle force de police pour les Serbes de Bosnie devront être établies. Il faut savoir que, à ce moment-là, cette nuit-là, le groupe paramilitaire de triste notoriété connu comme les Tigres d'Arkan a franchi la frontière à partir de la Bosnie et a pris le contrôle de la ville de Bijeljina. Alors, pour placer de grandes zones de Bosnie sous le contrôle serbe, cela ne pouvait se faire que grâce à une planification circonspecte et une mise en œuvre coordonnée. Pour comprendre le degré de coordination et les liens par rapport aux aspirations des dirigeants serbes de Bosnie, il sera très utile dans un premier temps de consulter une carte chronologique interactive qui va nous montrer la progression de la prise de contrôle des municipalités de Bosnie pendant le printemps et l'été de l'année 1992. Donc ce processus de prise de contrôle commence avec l'arrivée des Tigres d'Arkan qui entrent dans Bijeljina lors de la nuit du 31 mars au 1er avril.
avril. Ce processus de prise de contrôle s'est poursuivi pendant cette première semaine. Pendant cette première semaine, plus d'une douzaine de municipalités vont être placées sous contrôle serbe. Certaines de ces municipalités, telles que la municipalité de Tito-Drvar, étaient essentiellement serbes et le contrôle a tout simplement consisté à reporter l'allégeance de Sarajevo à Palais. Dans d'autres municipalités, en revanche, la force armée a été utilisée et des crimes ont été commis pour assurer ce contrôle. Donc, vous voyez en gris, en rouge foncé, ce corrige l'interprète, les municipalités en question qui sont répertoriées dans l'acte d'accusation. Lors de la deuxième semaine, les prises de contrôle sont opérées essentiellement dans la vallée de la Drina et nous avons des lieux tels que Visegrad, Voća, Čekovići qui sont concernés. Lors de la troisième semaine, les prises de contrôle continuent le long de la Drina avec Bratunac et Kalinović, sur lequel le contrôle est assuré, Vokoća, une partie de la zone qui correspond au Grand Sarajevo tombe sous le contrôle serbe. La division et le siège de Sarajevo étaient quasiment terminé. Lors de la quatrième semaine, le contrôle serbe se fait à Mrkonjić Grad et dans de grandes zones de Bosanska Krupa, ce qui fait que la frontière des territoires contrôlés par les Serbes se rapproche des bords de Luna. La campagne dans la vallée de la Drina se poursuit avec la prise de contrôle de Vlasenica. À la fin du mois d'avril, 35 municipalités se retrouvent sous contrôle serbe, ce qui correspond à une moyenne d'une municipalité par jour. La planche 32 nous montre la situation relative aux prises de contrôle avant que M. Mladić ne soit nommé commandant de l'état-major principal de la VRS. À ce moment-là, la prise de contrôle du territoire est quasiment terminée. Et à partir de ce moment-là, Mladić et l'armée des Serbes de Bosnie, avec les forces de police des Serbes de Bosnie, vont consolider les acquis de l'offensive initiale et vont, de façon systématique, concrétiser l'objectif stratégique le plus important, à savoir le premier, la séparation des groupes ethniques, en d'autres termes, le nettoyage ethnique. La planche 33 décrit ce que fait Mladić au cours des 2 premières semaines pendant lesquelles il se trouve à la tête de l'état-major principal de la VRS. Il y a des bombardements importants de zones non serbes à Prijedor. Les membres de la VRS vont commettre des crimes graves, notamment des massacres à Sanski Most. Des camps de détention vont être établis d'abord à Omarska, puis à Ternopolje, ainsi qu'à Vlasenica, Rogatica, Ilidža et Foča. Avant la fin du mois de mai 1992, Mladić aura une participation active directe à un bombardement massif de Sarajevo. Vous remarquerez que sur la carte, vous trouverez des références aux crimes répertoriés dans l'acte d'accusation. Ce qui est indiqué en rouge vous donne la période pendant laquelle le crime en question s'est déroulé. Le mois de juin commence avec un autre bombardement massif de Sarajevo par Mladić. Des massacres continuent à être perpétrés dans les municipalités. Des milliers de familles doivent fuir leurs terres. En juin, la VRS participe à l'un des nettoyages ethniques les plus brutaux à Prijedor. La terreur se propage à Omarska, Keraterm et Ternopolje et un nouveau centre de détention est ouvert à Miška Glava. Le 6 juillet, un entrepôt de munitions qui se trouve dans la ville natale de Mladić est transformé en un autre centre de détention.
Pendant le mois d'août, les meurtres et assassinats, les détentions, les expulsions forcées de personnes se poursuivent. Certains de ces crimes sont recensés dans l'acte d'accusation. La dernière planche nous montre les progrès accomplis par rapport aux objectifs stratégiques, et ce à la fin du mois de novembre 92. Les annexes à l'acte d'accusation nous donnent la description de 57 crimes précis commis pendant cette période, dont est responsable M. Mladic, comme l'affirme l'accusation. Deux des cartes que vous voyez dans la planche 38 sont des cartes démographiques. L'une date de l'année 1991, avant la campagne, en d'autres termes, et l'autre de l'année 1997, soit après la campagne. Il y a également une copie de la carte de M. Kraïchnik. Sur ces cartes, le succès de l'attaque menée contre la population non serbe de Bosnie peut être mesuré de façon statistique à la lumière des profondes mutations démographiques. Si vous prenez le corridor de la Posavina, l'objectif numéro 2, à savoir l'ovale horizontal en haut de la carte, le but du deuxième objectif stratégique, vous verrez qu'il y a eu un changement radical des populations qui sont indiquées en rouge. L'ovale vertical qui se trouve du côté droit de la carte correspond à la vallée de la Drina. Et là, vous pouvez à nouveau constater les changements considérables de couleurs qui représentent en fait la restructuration de la trame démocratique à partir de municipalités mixtes ou à majorité musulmane qui passent en rouge et qui deviennent des municipalités serbes. Cela prouve à quel point le troisième objectif stratégique a été mis en œuvre et a été couronné de succès. Ces prises de contrôle et les crimes qui s'en suivirent ont forcé quasiment 400 000 personnes à quitter leur foyer. Je voudrais maintenant, au cours des quelques minutes suivantes, m'intéresser au rôle de la JNA dans le cadre de ce processus et au choix de M. Mladic, devenu commandant de la VRS. Bien avant que les tensions en Yougoslavie n'aient atteint leur point d'ébullition, M. Milosevic, le général Kadjievitch, Boris Saviovic et d'autres dirigeants importants serbes et yougoslaves ont pris des mesures pour modifier la composition de la JNA de telle façon à ce que les intérêts serbes soient mieux pris en considération. Ils l'ont fait par le biais de retraites forcées, promotions, changement de lieu d'affectation, ce qui a permis d'assurer que les forces de la JNA, dans des régions problématiques, puissent bénéficier d'un apport important d'officiers serbes au gradé. L'une des raisons pour lesquelles le conflit en ex-Yougoslavie a pris au dépourvu tant de personnes est que justement l'armée populaire yougoslave était tenue en haute estime. La population lui faisait confiance et pensait qu'elle respecterait ses obligations constitutionnelles pour les protéger et pour protéger tous les peuples de la Yougoslavie, comme cela est énoncé à l'article 240 de la Constitution de l'année 1974. Et les deux documents que je vais maintenant vous présenter sont les exemples, s'il en fut, de la façon dont la reconfiguration de la JNA a donné les résultats escomptés, en partie en tout cas. Certains éléments important de la JNA considérait en fait que la JNA était une armée qui devait s'intéresser avant tout à la protection des Serbes, placée au-dessus de la protection de tous les autres groupes ethniques. Voilà un document qui date du 10 décembre 1991. À ce moment-là, M. Mladic était le commandant adjoint du 9e corps de la JNA et le conflit avait déjà commencé en Croatie. Et voilà ce que nous pouvons y voir en partie. Je cite, « Nos forces armées amorcent une nouvelle période qui aura une importance exceptionnelle pour pouvoir
parvenir aux objectifs ultimes de la guerre, à savoir la protection de la population serbe, une résolution pacifique de la crise yougoslave et la création de conditions permettant à la Yougoslavie d'être peut-être préservée pour les personnes qui souhaitent continuer à y vivre. Fin de la citation. À ce moment-là, les dirigeants de la JNA espéraient également que l'on pourrait trouver une solution pacifique à la crise. Et il est absolument manifeste que la JNA considérait cette période comme une période extrêmement importante au cours de laquelle la protection des Serbes était d'une importance capitale. Mladic adopte cette position personnellement. Nous le voyons dans l'extrait d'un article qui a été publié dans une publication officielle de la VRS. Je cite. En partie, notre peuple s'est trouvé aveuglé par cette idée de la vie commune, de la fraternité et de l'unité. Les gens vivaient dans l'illusion que le tourbillon de la guerre se calmerait rapidement. Hélas, cela a emporté de nombreuses vies, en particulier dans les villes et dans les villages où la population était à majorité musulmane et croate. Fin de citation. Le document de l'illustration 41 date de quelques mois plus tard. Il vient du chef de la région militaire de la JNA de Bosnie et nous montre que le principe de protéger les Serbes que nous avons vu dans l'illustration 39 a été traduit dans les faits en partie par le biais de l'armement de la population serbe. Ce document fait état de l'information que 70 000 volontaires serbes ont été armés par la JNA et l'USDS dans les municipalités qui se situent partout sur le territoire de la Bosnie en se préparant à prendre de force le territoire. Et ce document affirme la JNA a distribué 51 900 pièces d'armement et le SDS à son tour 17 298. Fin de citation. Avant que la JNA ne quitte la Bosnie en mai 1992, la direction serbe de Bosnie a déjà commencé à constituer sa propre force armée. Nous avons la planche 42 qui comporte un extrait d'une prise de parole par Karadzic qui date du mois de février 1992 et il affirme « C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'emprunter une nouvelle voie, la voie de la Bosnie-Herzégovine serbe, notre droit souverain, notre armée. » Fin de citation. La JNA a pris part à la prise du territoire qui était prévue pour que les Serbes y exercent leur contrôle, et ce, à différents degrés pour ce qui est de la participation de la JNA, en fonction des circonstances et en fonction des choix qui ont été faits par des officiers commandants. Il y a eu des cas comme à Bijeljina où la JNA a simplement donner la possibilité à Arkan et à Cetig de ravager la ville, même si ils étaient considérablement plus grand nombre. Il y a eu des endroits comme Zvornik où la JNA a bombardé la ville par avance, donc avant que les paramilitaires n'entrent dans la ville. Nous avons ici l'illustration 43, rapport de la JNA, qui nous informe comment la JNA et les unités armées formées et coordonnées par le SDS. Le président. Oui, Maître Lukic, est-ce que vous pouvez voir en quoi consiste le problème avec M. Mladic? Maître Lukic, je pense que M. Mladic a besoin d'une petite interruption. Le président, très bien. Nous allons faire une pause de 25 minutes maintenant. C'est peut-être le mieux. Donc, nous interrompons l'audience et nous reprendrons à 10h40.